Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va plutôt bien, même si mon sentiment il est un petit peu bizarre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de filmer le premier épisode de mon podcast parce que ça fait depuis des mois et des mois que je fais que répéter à mes amis, ouais, un jour j'aurai un podcast, un jour j'aurai un podcast. J'ai trop envie d'avoir un podcast et je me suis dit, bah, faut bien commencer quelque part, donc voilà. Donc je m'excuse si le décor il est pas très professionnel. J'avais juste envie que ça ait l'air un peu intimiste. Bah, il n'y a pas plus intimiste que ça parce que je suis littéralement en pyjama sur mon lit. Donc voilà quoi. Enfin bref. Donc dans ce podcast, je vais parler un peu tout ce dont j'ai envie de parler. Ce sera pas forcément hyper intellectuel, je m'excuse d'avance. Ce sera plutôt moi qui raconte ma vie. Et je vais voir où ça me mène. Et voilà, c'est tout. Je suis plutôt content de parler. Alors aujourd'hui, au programme, j'ai envie de vous parler de l'anxiété, de l'impact que l'anxiété a pu avoir au cours de ma vie et l'impact que l'anxiété a toujours au cours de ma vie. Et voilà. Mais d'abord, en introduction, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est en train de se passer en ce moment qui est un peu bizarre. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, je suis en semestre d'échange aux États-Unis. Franchement, je suis trop content. J'aime trop. Je me sens vraiment épanoui depuis que je suis arrivé aux États-Unis. J'aime beaucoup. Je me sens épanoui en général, quoi. J'ai l'impression que justement, niveau anxiété, ça m'aide vraiment à surmonter beaucoup de choses. Ça me fait grandir. Et vraiment, j'adore cette expérience. C'est juste que, en fait, là, aujourd'hui, on est en alerte fusillade parce que je suis à Springfield, Ohio. Et pour ceux qui ont regardé le débat présidentiel, notre cher Trump a mentionné cette ville parce qu'en ce moment il y a une rumeur comme quoi en gros les Haïtiens, les migrants haïtiens voleraient les animaux des gens pour les manger. Enfin moi je trouve ça complètement ridicule mais bon, en tout cas ça a été assez pour réveiller les foules et Trump il s'est littéralement servi de ça dans son discours. Et maintenant, il y a des groupuscules néo-nazis, etc., qui menacent de fusiller la ville. Donc voilà, on est en alerte fusillade. Il y a eu des alertes à la bombe dans la ville. Et voilà quoi. Super ambiance en ce moment à Springfield. Mais bon, j'allais dire que c'est pas très grave, bah si. Mais en général, ils m'ont dit, les Américains, que quand il y a une alerte, il se passe pas grand chose. Mais bon, de toute façon, à part espérer pour le mieux, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qui est juste hyper chiant, c'est que je me dis, purée, quoi, je suis pas venu ici pour rester cloîtré dans ma chambre et c'est littéralement ce que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui, toute la journée, je suis resté dans ma chambre. Et demain, ça va être la même chose parce que les classes, c'est en ligne. Et ouais, voilà, il nous a été préconisé de rester dans nos chambres. Donc, bah, c'est ce que je vais faire demain aussi. Je vais juste sortir pour manger. Et voilà. D'ailleurs, vous savez quoi, bougez pas, je vais ramener quelques petits snacks. Parce que bon, j'ai bien besoin d'un peu de réconfort quand même. Et voilà, alors j'ai pris Cinnamon Toast Crunch. Je peux vous dire que ça, c'est délicieux. Des Cinnamon Toast Crunch, en gros, c'est des espèces de céréales à la cannelle. C'est délicieux. Vous m'excuserez, je tape un croc. Et j'ai pris des Scooby Snacks. Ça, c'est un truc que j'ai découvert ici. Et pareil, j'aime trop, c'est un peu le goût des spéculoos. C'est très bon. Ça fait du bien. Enfin bref. Donc ce que j'aime pas dans le fait d'être cloîtré dans ma chambre, c'est que déjà je suis quelqu'un, j'ai du mal à me décider quoi faire. En gros, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je me dis je pourrais jouer à la DS, je pourrais regarder une série, je pourrais regarder un film, je pourrais faire des devoirs. Et j'ai l'impression que mon cerveau il se perd dans toutes les possibilités, il se perd dans un nœud de possibilités pas possibles et ça m'angoisse quelque part. Et au final, je fais que de réfléchir à ce que je pourrais faire en premier et je finis par ne rien faire. Voilà, donc ça me fait perdre vraiment beaucoup de temps parce que je peux vous dire que j'ai déjà passé des journées entières à regarder le mur parce que j'ai pas su me décider par quoi commencer, donc c'est un petit peu chaud. Mais bon, c'est pas grave.
J'ai l'impression que ça, vous allez voir, j'ai plein de tics de langage, genre le fait de dire, bon, c'est pas grave, ça ponctue mes phrases, il faut vraiment que je fasse attention. Mais c'est un bon exercice que je suis en train de faire, comme ça va m'apprendre un petit peu à mieux m'exprimer. Donc, ouais, c'est pas mal. Enfin bref, donc, j'aime pas trop rester cloîtré chez moi pour ça. Et numéro 2, j'aime pas trop rester cloîtré chez moi parce que ça me fait trop cogiter. J'ai trop le temps de cogiter quand je suis enfermé dans ma chambre parce que bah, du coup je suis un peu enfermé dans ma tête aussi. Et après j'ai trop le temps de cogiter et du coup je me retrouve à stresser pour tout et pour rien. Là, du coup, et je sais que mes peurs et mes angoisses elles sont irrationnelles. Mais je peux pas empêcher mon cerveau de tourner. Là, par exemple, je me dis, mais attends, mais il me reste déjà plus que 3 mois et demi. Donc ça veut dire que là, je suis en train de gâcher mon temps. Et puis, il y a un tel qui m'a pas envoyé un message. Donc ça veut dire qu'un tel, il m'aime plus. Et puis ça se trouve, j'ai dit ça. Donc il y a un tel qui veut plus me voir. Et puis ça se trouve, j'ai dit ça. Donc ça y est, c'est mort. Ça va plus bien se passer. Mais enfin bref. Et je vous dis, mon cerveau, il part dans des engrenages pas possibles. Et au final, j'angoisse. Donc, je n'aime pas ça. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec le sujet du jour, l'anxiété. Franchement, quelle transition incroyable, super smooth, super fluide. J'adore ça. Donc, l'anxiété. J'ai l'impression que c'est vraiment un sujet qui dicte un peu ma vie depuis que je suis tout petit. Donc, c'est-à-dire que, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été anxieux. Quand j'étais petit, j'avais même pas 6 ans. Attendez, est-ce que je suis en train de vous mentir ou pas? Je sais plus. Non, peut-être que j'avais quand même plus de 6 ans. En tout cas, je sais que j'étais très très jeune. Déjà en maternelle. Non, en maternelle, j'avais moins de 6 ans, ouais. Donc, ouais, j'avais moins de 6 ans en maternelle. Mes parents, ils avaient vu sur la cour de récréation dans notre ancien appartement. Et ils m'ont dit que je passais le plus clair de mon temps tout seul à la récréation. Parce que j'avais peur d'interagir avec les enfants. Et bon, au final, je me suis fait un ami, puis après, bref, je me suis fait plusieurs amis, donc bref, ça allait mieux. Mais en tout cas, il y a eu un temps où je restais tout seul à la cour de récréation parce que je n'osais pas parler avec les autres. Et mes parents, ce qu'ils ont fait pour m'ouvrir un petit peu aux autres, ils m'ont inscrit dans un club de sport. Donc, ils m'ont inscrit dans un club de judo. Et pareil, pas d'amis, j'osais pas interagir avec les gens, ça m'angoissait. J'ai toujours eu tendance à me laisser submerger par l'angoisse. Et bah voilà, ça n'a pas manqué. Je me suis laissé submerger par l'angoisse. Je disais à ma mère, non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et mes parents me disaient, mais si, il faut y aller, il faut que tu y ailles. Et un jour, j'ai dit à ma mère, non, il y a trop d'enfants. Je veux pas y aller, il y a trop d'enfants. Et ma mère, quand je lui ai dit ça l'a un peu choqué. Elle s'est dit, purée, donc ça veut dire qu'il est vraiment tant angoissé que ça par le fait d'interagir avec les autres. Pourquoi ça. Enfin, ouais, ça l'angoisse vraiment tant que ça. Donc ma mère, elle a dit, bon bah ok, tu y vas juste aujourd'hui une dernière fois et après c'est bon, tu y vas plus. Donc j'y suis allé. Et au final, ce jour-là, comme par magie, je me suis fait des amis. Et donc je suis pas parti du cours de judo. Et je suis resté. Et voilà. D'ailleurs, c'est vraiment une expérience qui m'a un peu ouvert, j'imagine, parce qu'après, j'ai jamais eu trop de mal à me faire des amis en primaire. Non, en primaire, vraiment, j'ai pas eu de mal du tout à me faire des amis. J'ai pas eu de mal forcément avec l'anxiété. Ouais, non, vraiment pas. J'avais vraiment aucun souci à cette époque-là. D'ailleurs, vraiment dans les périodes de ma vie où ça allait mal, je me disais, mais si seulement je pouvais retourner à la primaire, vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rappelez de votre primaire, mais la primaire, c'est vraiment la meilleure époque. Genre, vous êtes là, vous allez en cours, le soir, vous rentrez, vous regardez des vidéos YouTube. Moi, ce que je faisais, je regardais des vidéos YouTube, David Lafarge Pokémon plus précisément. Je regardais des ouvertures de boosters, je regardais des let's play Pokémon. Pokémon noir et blanc, c'était à l'époque. Oh, c'était vraiment la vie à son prime. Oh là là, tout ce que je faisais, c'était rigoler et m'amuser tous les jours. J'adorais. J'adorais. J'avais tellement une belle vie. Enfin bref. Je me plains pas de ma vie actuellement. Vraiment pas du tout, hein. Justement, je suis très heureux en ce moment, mais enfin bref. C'était vraiment une super période. Donc voilà. Et les choses se sont corsées au collège. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai toujours eu une personnalité plutôt anxieuse, mais on va dire que elle était plus ou moins soignée.
Enfin, ou alors elle était pas encore réveillée. Voilà, elle était endormie. Et au collège, j'ai eu quelques expériences qui ont trigger mon anxiété. Donc alors, qu'est-ce qui a pu réveiller mon anxiété? Bah déjà numéro un, le fait que le collège c'est la jungle. C'est vraiment le collège si t'es pas sûr de toi ou si tu n'as pas l'air sûr de toi et si t'es pas un bagarreur, c'est complexe. C'est compliqué, mais ça encore, les gens ils m'aimaient bien et tout, donc j'ai pas eu de soucis. C'est juste que j'ai subi du harcèlement parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment mon année de quatrième où tout a basculé. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une fille qui est venue dans notre collège de Toulouse. Elle venait vraiment du sud de la France, elle a débarqué dans le collège et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est venue dans notre classe parce qu'elle se faisait harceler dans son autre classe, dans sa classe précédente. Et quand elle est arrivée, j'ai vu que les élèves rigolaient un petit peu, ils lui disaient un peu des fausses informations pour la mettre dans la merde et tout. Et vraiment, je sais pas pourquoi moi j'ai pas pu. Je me suis dit non, je ne peux pas faire ça, c'est impossible, je ne peux pas. Ça m'a fait trop de la peine. Non. Non, faut savoir que moi, depuis que je suis petit, des trucs comme ça, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Donc je lui ai dit, écoute, dès que tu as besoin d'une information, tu viens me demander, tu viens me voir, je te le dis, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Écoute pas un tel, écoute pas un tel. Ils disent de la merde pour que tu sois dans la merde, justement. Donc voilà, on commence à devenir amis petit à petit. Et Vlatipa, que du coup, elle s'entend bien avec les garçons de la classe. Et il y a des filles de la classe, je pense, qui étaient jalouses. Elles ont commencé à venir la voir en mode ah, pourquoi tu parles à truc, pourquoi tu parles à truc. Enfin bref, petit à petit, elle commençait à se faire harceler aussi dans notre classe. Et je me suis dit non, non, c'est pas possible. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis embrouillé avec le groupe de filles. Sauf que bon, j'ai pas été très fin dans mon embrouille. Bon, j'avoue que les filles, elles m'avaient saoulé un peu. Et juste, moi, je voulais bitcher, je voulais faire, je sais pas, je voulais faire ma chipette. Et donc, je les ai clashés. Oh. C'est trop gênant dit comme ça, mais bref, j'ai sorti mes meilleures punchlines. Il y en a une, à un moment, elle avait parlé. Je vais vous refaire la scène, mais en fait, c'est ridicule quand j'y repense maintenant. Mais moi, je pensais trop, j'avais dès à l'époque, je dis. Tiens, tu parles maintenant? Tu l'as trouvé où ta personnalité? Dans un paquet de céréales? Enfin bref. Et après, du coup, elle a pas trop kiffé. Et bref, c'était vraiment une embrouille de merde. Mais moi, j'étais trop en mode télé-réalité. Ouais, je crois que c'est parce que je regardais de la télé-réalité à cette époque-là. Et du coup, j'étais trop en mode, non mais ça y est. C'est mon embrouille de l'année, là. J'adore. Enfin bref. J'aurais pu me dire que ça va s'arrêter là. Mais non, parce que le jour d'après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surenchéri sur cette embrouille. Genre, j'ai continué à faire... Enfin bref, j'ai surenchéri. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les filles ont commencé à me détester et à me harceler. Et je sais pas pourquoi, genre j'ai pu su leur répondre, j'ai pu su leur faire face à ce moment-là. Genre, non, c'était au-dessus de mes forces. Du coup, bah juste, j'essayais d'ignorer, je répondais pas, mais ce qu'elle me disait, ça me heurtait, mais hyper profondément. Et c'est là que je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de sensible. Enfin, je le savais, mais je m'étais pas rendu compte à ce point-là, genre. C'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais sensible, à quel point je pouvais être heurté par les gens. Et le pire, c'est que c'est même pas leurs mots en soi qui me faisaient mal, parce que elle me disait quoi? Elle me traitait genre de coup de girafe. Genre, elle me disait, ah, avec ton coup de girafe, coup de girafe. Genre, quand je parlais en classe, elle faisait des bruits en mode je suce la prof. Vous voyez? Elle faisait des genre pour dire que je veux sucer les profs parce que je suis en train de participer en cours. Enfin bref. Donc, je restais bien silencieux en cours, à part quand elle m'interrogeait. Et ouais, c'était pas très sympathique. Et oh, mais ça aussi, vous voyez, à l'époque, il y avait Musical.ly, c'était pas TikTok, c'était Musical.ly. Et j'ai eu le malheur de faire des Musical.ly. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Il faut savoir qu'avant, j'étais un petit peu gênant quand même. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire cette merde? Et du coup, elles ont trouvé ça. Et un jour, j'entre en classe. Et quand j'arrive, elles commencent à rigoler. Et à rigoler, à rigoler. Je me disais, bah wesh, qu'est-ce que j'ai fait? Et à un moment dans la classe, je les entends chanter l'extrait du musical que j'ai fait. Et je me suis dit, oh putain.
genre le sentiment dans mon ventre à ce moment-là, parce que là j'ai su qu'on passait dans un step de harcèlement, je me suis dit, oh là 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 là, elles vont pas me lâcher, elles vont pas me lâcher. Et elles ont commencé à chanter l'extrait, et elles arrêtaient pas. En plus l'extrait c'était quoi? C'était Made in the USA de Demi Lovato. Jusqu'à ce jour je le connais encore par cœur, l'extrait, ça faisait juste... Just you and I. Whoa, whoa, no matter how far we go, I want the whole world to know I want you back, and I would have it any other way. Aujourd'hui ça me fait rire, mais à l'époque ça me faisait pas rire du tout. Je peux vous dire que j'étais prêt à pleurer en cours, je me suis retenu de toutes mes forces, mais en plus à un moment on était dans le couloir, elles ont commencé à chanter, et moi je les ai regardées en rigolant, et il y en a une, elle m'a dit, c'est ta plein honte. Donc d'habitude, vous voyez, quand je vois que j'ai pas d'échappatoire, je rigole, et en général ça fonctionnait. Mais là je me suis dit, mais même en rigolant, j'ai pas d'échappatoire, genre comment je vais faire? Enfin bref, bon, tout ça pour dire que c'était pas les mots en soi qui me faisaient mal. Ce qui me faisait mal, c'était leur intention. Et je me disais, là, elles ont vraiment l'intention de me blesser, elles ont vraiment l'intention de me faire mal. Et c'est ça qui me faisait mal au cœur, le plus. Parce que j'ai jamais regardé mon cou en me disant, j'ai un coup de girafe. C'était juste le fait qu'elles avaient l'intention de me blesser qui me faisait mal. Enfin bref. Et ouais, et ça me heurtait à une force. Et genre, je me rappelle, genre, tous les soirs dans ma baignoire, parce que j'avais une baignoire à l'époque quand je prenais mon bain, je me rappelle, je pleurais, mais vous voyez, d'habitude, quand vous pleurez, vous vous sentez mieux après avoir pleuré. Bah là, moi, non. Je me sentais pas mieux après avoir pleuré, c'était un pleur qui me rendait encore plus lourd, parce que je savais que une fois que j'aurais fini de pleurer, ma situation, elle allait continuer encore, en fait. Ma situation, elle allait durer. Et ouais, c'était vraiment une période pas très sympathique. Je me rappelle, j'allais à l'école avec la boule au ventre. Et même quand... Parce que j'avais que quelques cours avec elle, hein. Mais les quelques cours, je peux vous dire que c'était affreux. Et je me rappelle, genre, tout ce qui me faisait tenir à l'époque, c'était quoi? Genre, quand j'arrivais le matin, je me disais, ah là là, au moins ce soir, ça va être bien. Ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais être tranquille. Je vais regarder le Mad Mag sur Énergie 12. Après la télé-réalité, il y avait le Mad Mag. Je me disais tranquille, je vais regarder le Mad Mag. Après, il va y avoir Les Anges. Après, je vais aller sur YouTube. Je vais me détendre, ça va aller très bien. Enfin bref. Et j'étais plutôt bon à masquer le fait que ça allait pas. Même s'il y a un de mes profs qui a remarqué. Parce que, en vrai, je pense que si on faisait fort attention, on pouvait quand même s'en rendre compte. Et ouais. Et un jour, j'en ai parlé à mes parents. Et j'ai pleuré. Et je me rappelle même carrément que le lendemain, je me suis senti vide. Je me rappelle, je me sentais vide. Et ça m'était jamais arrivé à l'époque. J'étais en cours et juste, je me sentais vide. Parce que juste ça me faisait souffrir, quoi. Enfin bref, alors que quand j'y repense, c'était pas grand chose, mais c'était juste assez pour me briser le moral complètement. Et après, en gros, comment ça s'est arrangé? On en a parlé à la réunion parents-prof. Les profs, elles sont allées mettre un coup de pression aux élèves en question. Puis après, elles ont arrêté de m'embêter, hein, et c'est tout. C'est tout. Elles ont arrêté. J'ai été tranquille, mais je peux vous dire que le reste de mon collège, je l'ai passé la boule au ventre. Je l'ai passé en ayant peur de l'autre. Parce que je me suis dit que n'importe qui pouvait me faire ça. Et n'importe qui pourrait avoir un impact aussi fort sur moi. Genre n'importe qui pourrait avoir un impact désastreux comme ça sur moi juste en me disant des insultes ou en me faisant des crasses, voilà. Donc en fait, c'est comme si j'avais réalisé l'étendue de ma fragilité et c'est ça en fait qui m'a rendu anxieux. C'est parce que je me suis dit, ok, donc en fait je suis fragile. Voilà, en fait c'est ça. Je me suis dit, ok, donc en fait je suis fragile. Et à partir de ce moment précis, je suis devenu hyper anxieux par rapport aux autres. Donc ouais, le collège c'est fini, j'allais un peu mieux parce que j'ai eu mon premier boyfriend. Avec mes amis ça allait très bien parce que d'ailleurs la fille que j'ai défendue c'est encore une de mes meilleures amies aujourd'hui. Donc pour rien au monde je ne changerai le cours des événements. Elle m'a aidé quand j'ai découvert que j'étais gay, elle m'a aidé à m'accepter. C'est elle carrément qui m'a mis en tête l'idée que c'était ok d'être gay. Parce qu'avant, c'était un tabou, hein, dans ma famille, autour de moi, personne ne parlait de ça.
Et c'est elle qui m'a ouvert la porte à tout ça. Enfin bref, je suis tellement reconnaissant qu'elle ait été qu'elle ait été mise sur mon chemin. Et bref, je ne regrette aucunement tous les événements qui sont produits. En tout cas, tout ça, ça a débloqué mon anxiété, ça l'a même amplifiée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé au lycée. Le lycée, ça s'est plutôt bien passé, hein. Parce qu'en soi, par cet épisode, j'ai toujours été aimé de mes camarades de classe. J'ai toujours su me faire une place. J'ai toujours été plus ou moins tranquille là-dessus. Donc, quand je suis arrivé au lycée, ça s'est bien passé. Je me suis fait mes amis. Tout allait bien. Ma classe, elle m'a laissé tranquille. Je leur ai dit dès le début que j'étais gay. Et ouais, c'est bien passé. Pour moi, franchement, ça s'est bien passé. Peut-être en terminale, j'ai eu... Ouais, en fait, ça s'est bien passé jusqu'au Covid. Parce qu'en vrai, le lycée, les gens, ils sont plus sympas. Mais ça reste quand même des gens de 15, 16 et 17 ans, en fait. Donc, vous avez quand même affaire à des gamins au lycée. Même si c'est mieux que le collège, quand même. C'est pas non plus l'Himalaya, quoi. C'est pas non plus le paradis. Enfin bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lycée, ça allait plutôt bien. Jusqu'à ce qu'il y ait le Covid. Et ce qui s'est passé, c'est que le Covid, ça m'a mis dans une bulle de protection. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie pendant le Covid. Parce que j'étais juste chez moi, donc je pouvais faire ce que je voulais. Il n'y avait personne pour me juger, personne pour me faire du mal, personne pour me saouler, personne pour rien du tout. Et en plus, j'étais en... Ça, je l'expliquerai un autre jour. Mais en tout cas, j'étais en une espèce de burn-out par rapport à l'école. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça m'a fait lâcher prise. Mais j'étais trop bien. Franchement, pendant le Covid, c'est le bonheur que j'ai ressenti pendant le Covid, indescriptible. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a dû retourner en cours, en fait, je me suis rendu compte que dès les premières fois où je devais reprendre le bus, le métro pour aller en cours, en terminale, genre, j'avais une boule au ventre. Et je me suis rendu compte que je commençais à avoir une boule au ventre dès que j'étais dehors et dès que j'étais pas chez moi, ou dès que j'avais l'impression de sortir un peu trop du lot. Pourtant, je me forçais à le faire, mais ça me procurait une boule au ventre pas possible. Et ça, c'est que amplifié. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé la terminale. En gros, j'ai fait une première année, 2 premières semaines ou un premier mois d'études supérieures, et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et en fait, j'ai l'impression que c'était tout plein de choses mélangées. L'anxiété, le fait que j'allais pas bien, le fait que j'avais trop enfoui plein de choses que je ressentais. Tout ça mixé avec le fait que ça me stressait les cours et que j'aimais pas forcément ce que c'était. Je me suis dit ok, c'est stop. Stop. Et je me suis enfui. Voilà, littéralement, je me suis enfui. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année qui a suivi, j'ai rien fait. Je suis resté chez moi, un peu à broyer du noir. Je restais chez moi, j'étais censé trouver du travail, mais j'en étais incapable. Parce que ça m'angoissait trop. Et c'est là que mon anxiété est vraiment devenue hyper chaud. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu du mal à trouver du travail. Enfin, j'arrivais pas à trouver du travail parce que tout m'angoissait trop, en fait. Mais pour vous dire à quel point j'étais anxieux, c'était impossible pour moi de sortir de chez moi après 18h. Je vous jure que 18h, c'était l'heure limite. Après 18h, je me sentais hyper mal. C'était impensable pour moi de sortir après 18h. J'avais une boule au ventre, j'avais l'impression que j'allais me faire tuer à tout moment, que j'allais me faire attaquer. C'était c'était une dinguerie, quoi. Genre vraiment impossible de sortir après 18h, et une fois que le soleil était couché, mais laisse tomber, c'était encore plus impensable, genre vraiment no way total. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir un psychologue dans un CMP pour que ce soit gratuit, bien sûr. Mais je suis allé voir un psychologue, et j'ai pu lui parler un peu, désamorcer certains trucs, parler de certaines choses qui étaient enfouies en moi. Et ça m'a plutôt aidé, mais ça n'a pas soigné mon anxiété. Et comment mon anxiété, elle s'est soignée? Et là, je pense que ça va être un peu la partie où je vais vous parler de mon avis sur comment on soigne l'anxiété, comment ça se traite, comment ça peut se dissiper avec le temps. Alors déjà, je tiens à vous dire que j'ai jamais été
diagnostiqué d'un trouble anxieux. Je veux juste vous parler du fait que j'ai une personnalité. Une personnalité anxieuse. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, j'ai une personnalité qui me rend très anxieux. Donc je pense que je suis plutôt une personne anxieuse que quelqu'un qui a des troubles de l'anxiété. Je sais pas, peut-être que j'ai vraiment eu des troubles de l'anxiété quand j'arrivais plus à sortir de chez moi après 18h, mais sinon, en général, je suis plus une personne anxieuse qu'autre chose. Je pense que c'est mieux de l'expliquer comme ça. Enfin bref. Donc ce qui s'est passé, c'est que à la fin de l'année, je me suis dit, bon, de toute façon, il va bien falloir retourner à l'école un jour. Donc j'ai trouvé une licence, la licence LLCER anglais. Je me suis dit, bon, bah, je vais continuer dans ça parce que je me suis dit, Cyril, t'as toujours aimé l'anglais, t'as toujours kiffé ça, et t'es fort à ça, donc écoute, fais. Et tu verras bien ce que le sort te réserve. Hein. Et ma mère, elle a trouvé un travail. En gros, elle a dit, j'ai trouvé un travail. Tu peux reprendre après en tant que job étudiant. C'est genre 10 heures par semaine. Donc ça va, c'est pas beaucoup. C'est pas un truc hyper compliqué, c'est de la mise en rayon. Et donc, pour lui faire plaisir, parce que quand même mes parents, genre, en fait, faut que vous sachiez que genre, je faisais tout pour être un enfant parfait jusqu'à ce moment-là. Mais vraiment, quand je dis parfait, genre des 18 de moyenne au lycée, c'était une dinguerie. Hein. Quand je dis j'étais en burn-out, j'étais en big burn-out parce que je me la donnais comme jamais. Et là, j'avais l'impression de les avoir déçus, mais genre vraiment, qu'ils me reconnaissaient plus, genre que... Bref, j'étais devenu hyper décevant à leurs yeux. Et donc je me suis dit, bon, ok Cyril, vas-y, fais son truc, fais le travail. Et donc, comme je me suis fait pistonner, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle connaissait la femme de mon chef. En gros, c'était du piston, quoi. Juste, il m'a pris et j'ai même pas fait d'entretien d'embauche. Juste, j'ai dû aller pour signer des papiers, dire que j'étais disponible telle date et c'est tout. Donc, il m'a pris comme ça. Et donc, je devais travailler pendant l'été. Donc, juillet, août. Comment vous dire que ce fut compliqué? Parce que j'étais toujours anxieux. Hein. J'étais toujours anxieux. Pour moi, c'était toujours c'est mort, je sors pas après 18h. C'était toujours je parle pas avec les gens parce que je sais qu'ils peuvent me juger. C'était vraiment... l'anxiété, elle m'empêchait de briller, elle m'empêchait d'être qui je suis, elle m'empêchait de vivre, elle m'empêchait de faire quoi que ce soit. Et tellement que c'était à tel point que j'avais peur de rien pouvoir accomplir dans ma vie. Je m'étais dit, mais comment je vais bien pouvoir faire pour faire quelque chose dans ma vie si j'arrive même pas à sortir de chez moi après 18h et si j'arrive même pas à trouver un petit travail, genre vraiment... Enfin, quand je dis un petit travail, genre, j'arrive même pas à trouver un travail qui requiert aucune qualification, dans lequel t'as pas forcément de responsabilité. Genre, si je suis même pas capable de faire ça, comment est-ce que je vais être capable d'accomplir de grandes choses, d'accomplir des choses que je veux accomplir? C'est impossible. Enfin bref. Donc j'étais toujours dans cette période affreuse de ma vie quand je suis allé à mon travail. Donc ils m'ont formé, ils m'ont expliqué comment faire et là, bam, j'étais dans le grand bain, il fallait que je me débrouille. Donc ce fut compliqué. Je peux vous dire que mes premiers jours, ils étaient désastreux, mais désastreux. Mais quand je vous dis désastreux, c'est ils m'ont mis dans un rayon. En gros, je travaillais dans un Auchan et ils m'ont mis dans un rayon, c'était le BSA, donc le boisson sans alcool. Et en gros, les rayons, ils sont hyper serrés. Et si vous voulez, on a des espèces de tire-palettes électroniques où, pour nous aider à tirer les palettes. Parce que bah, tu vas pas tirer la palette avec tes mains. Et puis même si tu prends un truc manuel, c'est impossible parce que c'est trop lourd. Quand tu as une big palette de cristalline, une big palette de coca, ben non. Donc ils m'ont appris à conduire ça. Et le rayon, il est hyper étroit. Et ce qui se passe, c'est que là, c'est hyper étroit comme ça. Et genre en mode ici, vous devez rentrer la palette dans un petit espace comme ça. Donc il faut savoir manipuler le bail, quoi. C'était tellement affreux. J'étais tellement une grosse merde que genre je mettais plus de 30 minutes pour faire une palette. Genre vraiment, c'est pas une blague. Hein. Genre j'avais mis vraiment plus de 30 minutes à mettre une palette avec le truc électronique. Et donc le titulaire du rayon, parce qu'en gros comment ça fonctionnait, il y avait 1 ou 2 ou 3 titulaires en fonction du rayon. Et après il y avait nous les étudiants. Et puis après il y avait ce qu'on appelle les transverses, donc c'est des gens qui vont
qui vont un petit peu partout. Enfin, voilà quoi. Et donc, un des titulaires, il m'a dit, non mais, Cyril, ça va pas être possible. J'aurais dit, c'était aussi lent que ça va pas être possible, ça va être compliqué. J'aurais dit, c'est quoi le problème? T'aimes pas ce que tu fais? C'est quoi le souci? Est-ce que c'est un problème de, tu sais, juste pas te servir du truc? Genre, c'est quoi le souci? Genre, comment est-ce que je peux t'aider? Et moi, à ce moment-là, moi, en fait, c'est parce que dès que j'arrivais pas à faire quelque chose, je me disais, ouais, c'est parce que de toute façon, je suis une grosse merde, et parce que je suis pas dégourdi, et parce que je suis comme ça, et puis parce que j'arriverai à rien, et puis parce que, vas-y, je suis trop nul, donc laisse tomber. Et du coup, je lui ai dit, non, c'est juste moi qui suis pas dégourdi, c'est juste moi qui suis nul, c'est juste moi qui suis pas dégourdi, c'est juste moi qui n'y arrive pas. C'est juste, en gros, je lui disais, laisse tomber, quoi. Donc voilà, c'est tout. Et ce jour-là, je me suis enfui. Je me suis enfui avant la fin du service. Je suis parti. Voilà, je suis parti. J'ai pris une gaufre à Chucks et je suis rentré chez moi. Et j'ai appelé ma mère et j'ai dit, bah maman, voilà, je me suis enfui du truc. Et elle m'a dit, non mais c'est une blague. Pourquoi t'es parti et tout. Enfin bref, ils m'ont passé un savon, mes parents. Franchement, mes pauvres parents. Mes pauvres parents, genre vraiment, ce que je leur ai fait. Ce que je leur ai fait endurer, je pense qu'ils ont eu trop peur pour moi aussi. Hein. Ils ont dû se dire, mais c'est quoi ce gosse? C'est quoi ce bordel? Genre, comment ça se fait qu'il est comme ça, lui? Enfin bref. Et ils m'ont dit, non, mais vas-y, je suis désolé, Cyril, mais t'y retournes, quoi. T'y retournes. Et au bout d'un moment, non, ça y est, t'es pas débile, t'es pas... Enfin bref, t'es pas plus bête qu'un autre, t'es pas moins dégourdi qu'un autre, t'y vas. Et tu verras, quoi. Donc j'y suis allé et je me suis dit, bon, Cyril, au bout d'un moment, il faut sortir les doigts des fesses. Genre vraiment, ce que je me suis dit, il faut se sortir les doigts des fesses, sinon tu vas jamais réussir à faire quoi que ce soit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé voir mes collègues, j'ai dit, bon, j'ai du mal à faire ça, expliquez-moi, comment vous faites? Et juste, il m'a montré. Et j'ai appris. Et voilà. C'était littéralement la seule chose à faire. Demander de l'aide et apprendre et voir que je suis capable de le faire. Et qu'en fait, je suis pas mort. Et en fait, ben, c'était pas si profond que ça, en fait. C'était pas si sérieux que ça, c'était juste... Il fallait que je me pose 2 minutes pour apprendre et que je demande de l'aide, et voilà. Et donc après, il y a eu un peu comme un cercle vertueux où je me suis dit, ah, mais attends, mais si j'arrive à faire ça, donc je peux faire ci, je peux faire ça, enfin bref. Et donc petit à petit, j'ai fait toutes les tâches qui me demandaient de faire, et puis je voyais que bah, c'était pas la mort, quoi. Puis en plus, c'était parfait, parce que moi qui osais pas interagir avec les autres, je devais parler avec les clients, parce que les clients, ils nous demandent de l'aide, il faut être professionnel, il faut être avenant. Donc je devais parler avec eux, je leur donnais de l'aide. Ensuite, mes collègues, genre, c'est... En fait, les étudiants, en tout cas au début, un jour, il faudra trop que je fasse des story time sur Auchan, parce que waouh, je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses là-bas. Je peux vous dire carrément, les séries à côté, c'est rien du tout, hein, parce que les dingueries qui se sont passées là-bas, c'est une dingue. En tout cas, à l'époque... Ah, j'espère que le bruit vous dérange pas. En tout cas, à l'époque, il y avait une super ambiance entre les étudiants. C'était vraiment une bête d'équipe, hyper soudée. Et ils m'ont accueilli à bras ouverts, ils m'ont tendu la main. Et un jour, ils m'ont proposé de sortir. Je peux vous dire que j'avais envie de dire non, parce que ça me stressait. Je me disais, mais pareil. Je me suis dit, mais Cyril, t'es un gay. C'est une grosse bande d'hétéros. Genre, ça se voit, vous avez rien à voir, vous avez rien en commun, ils vont te juger, ils vont te trouver bizarre, de toute façon, tout est trop bizarre pour eux, et puis ça va jamais bien se passer, et puis après, ils vont t'harceler aussi. Enfin bref, voilà, je suis reparti dans ma spirale, mais ils m'ont proposé de sortir. Et je leur ai dit, bah, vous savez quoi? Ouais. Je leur ai dit, ouais. J'y suis allé un peu à reculons, mais j'y suis allé, et ça s'est bien passé. Et ils m'ont réinvité à sortir. Donc je suis allé après petit à petit à toutes leurs sorties. Et petit à petit, je me suis ouvert à eux. Et petit à petit, bah, j'ai appris à les connaître tous. Et je me suis rendu compte que on n'est pas tous si différents qu'on le pense. Genre vraiment des gens avec qui vous avez l'impression d'avoir rien en commun, et bah, vous pouvez connecter avec eux quand même. Parce que les gens, c'est pas des monstres dans leur fort intérieur. Et la plupart des gens, si vous prenez la peine d'apprendre à les connaître, et si vous prenez la peine de leur parler, de les écouter et de pas les faire sentir comme des grosses merdes, et bah ils vont vous rendre l'appareil. Et voilà. Et ça m'a débloqué sur tellement de points,
Parce qu'au début, du coup, j'avais du mal à montrer ma personnalité, à me laisser briller, à me laisser m'exprimer. Mais petit à petit, j'ai appris que les gens me demandaient juste rien d'autre que d'être moi-même. Du moment que, franchement, à partir du moment où tu es un bon collègue, tu fais bien ton taf, les gens, ils vous demandent rien d'autre que d'être vous-même, quoi. Donc, j'ai appris à m'ouvrir. Alors, attention, je suis pas en train de dire que c'est le paradis sur Terre. Je trouve que, en fait, l'ambiance à Auchan, c'était bizarre. Au début, c'était super bien. J'avais l'impression que tout le monde était bienveillant, tout allait bien et tout. Mais je me suis vite rendu compte que, en fait, c'est un peu un monde où il y a plein de gens qui sont pas là parce qu'ils ont envie d'être là. En fait, il y a beaucoup de gens qui font ce métier comme un gagne-pain, vous voyez. Juste comme un gagne-pain. Et c'était pas leur rêve de faire ça. C'est pas un métier qui les épanouit forcément outre mesure. Donc ça se ressent. Parce qu'il y en a plein du coup qui deviennent aigris. Il y en a plein qui veulent que vous descendre. Il y en a plein qui parlent grave dans le dos de tout le monde. Il y en a plein, ils sont là pour... Enfin bref, c'est un petit peu déprimant. Il y en a plein, ils ne s'en foutent pas une. Et après, ils vont pas se gêner pour critiquer votre travail. Mais j'ai appris à pas prendre tout ça personnellement. J'ai appris à prendre du recul, à faire la part des choses, à me rendre compte de moi, ma valeur, et à me rendre compte, je sais pas comment dire, à me rendre compte que c'est pas la mort en fait, que c'est pas si sérieux que ça, et que c'est pas la mort. It's not that deep. Genre, j'aime trop cette phrase en anglais, ça veut dire c'est pas si profond. It's not that deep, voilà. C'est vraiment ce que cette expérience, elle m'a appris. Et surtout, cette expérience, elle m'a appris que je peux faire bien plus que ce dont je me sens capable. Et ça, du coup, ça vaut pour vous aussi. Si vous êtes anxieux, si vous avez peur de faire quelque chose et que vous vous dites jamais de ma vie je serai capable de faire ça, je peux vous dire que vraiment le vous, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, il va regarder en arrière et limite il va rigoler, il va faire mais ce sera des choses qui vont vous paraître limite évidentes aujourd'hui et vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire mais... Et dire que je pensais même pas que j'allais être capable de faire ça, alors qu'aujourd'hui c'est rien, genre pour moi c'est rien. Et ben voilà, vous êtes vraiment capable de beaucoup plus que ce dont vous vous sentez capable. Et ça c'est vraiment ce que cette expérience elle m'a appris, parce que je pensais que j'allais jamais surmonter ça. Et au final j'ai surmonté ça et tellement plus encore, tellement plus encore. Petit à petit je me suis rendu compte que je pouvais rester dehors après le coucher du soleil. Et ça c'était une grande avancée. Petit à petit je me suis rendu compte que j'angoissais pas à chaque interaction avec les gens. Petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais aller en soirée sans angoisser. Je pouvais aller en soirée en appréciant la soirée. Petit à petit, j'ai été capable d'aller en vacances tout seul. J'ai été capable d'aller en vacances tout seul. Et ça, je peux vous dire que c'était incroyable. C'était un sentiment de libération que je n'ai jamais ressenti dans ma vie. Genre, j'ai pu me payer des vacances tout seul grâce à mon travail. Et je suis parti en vacances tout seul. J'ai pris l'avion tout seul. J'ai pris un hôtel tout seul. Je suis allé dans une ville que je connaissais pas. Je suis allé à Barcelone. Et enfin, j'ai rejoint un ami, enfin, un ex-ami. Et juste voilà, je suis allé parce que je pouvais et que j'avais envie de partir en vacances. Et je me suis senti tellement bien là-bas. Et enfin, en vrai, j'avais l'impression de laisser derrière moi une personne que je n'étais plus. Genre, j'étais plus cette personne bloquée par l'anxiété, j'étais plus cette personne qui pouvait rien faire, qui pouvait même pas sortir de chez elle après 18h. Là, j'étais parti en vacances tout seul. Et ça, c'était incroyable. C'était incroyable. Genre, le sentiment que j'avais pendant ces vacances, c'est un truc de ouf. Et donc après, tout s'est enchaîné, hein. J'ai gardé mon travail, je suis allé à la fac, j'ai rencontré des gens super cool. Donc je me suis encore plus ouvert aux autres. Voilà, tout simplement, je continue à m'ouvrir, à gagner en confiance en moi, à poster un petit peu sur les réseaux par-ci par-là, genre quand moi qui chante, moi qui fais ci, moi qui fais ça, je commence à prendre un peu plus d'initiative. Et au final, moi, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Et là, j'ai été capable de partir en semestre d'échange aux États-Unis, dans un autre pays, dans un pays que je connais pas. Partir pour plusieurs mois. J'ai dû faire les démarches tout seul, faire les démarches pour le visa, faire l'entretien tout seul pour le visa. J'ai acheté mon billet d'avion tout seul. J'ai payé les frais tout seul. Enfin, non, mes parents, ils ont payé l'assurance.
Mais en tout cas, tout le reste, j'ai payé, tout le reste, j'ai fait. Je me suis organisé tout seul, j'ai tout fait comme un grand. Et, et je me suis prouvé que j'étais capable de bien plus que ce que je pensais. Et voilà. Et là, je suis ici et je me suis fait des amis américains comme internationaux. Et je me sens hyper bien. Et tout ça parce que je suis sorti de ma zone de confort et que je me suis pas dit, purée, jamais j'y arriverai. Non. Même si ça m'a stressé, même si ça m'a fait peur, même si ça m'a angoissé, je l'ai fait. Et voilà. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ça, c'est pareil, hein. Le fait de vous parler devant la caméra, c'est quelque chose dont je me sentais pas capable. Parce que ça m'angoissait. Je me disais, mais ça va être quoi la réponse du public? Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Qu'est-ce que les gens ils vont penser? Mais vous savez quoi? Je me suis dit, bah, si je le fais jamais, je vais jamais savoir. Et ça m'a toujours réussi de sortir de ma zone de confort et de tenter des choses. Donc, c'est ce que je vais continuer à faire. Et on verra ce que ça donne pour moi. Et si ça fonctionne, c'est super. Et si ça fonctionne pas, tant pis. Parce que l'échec, ça fait partie de la vie aussi. Je pense qu'on apprend de l'échec comme de la réussite. Et donc, s'il faut que j'échoue, et bah, c'est pas grave, j'échouerai. Et ça me fait plus peur comme avant. Donc, je suis pas en train de dire que je suis totalement guéri. Genre, je suis toujours quelqu'un de très anxieux, hein, que ce soit dans mes relations. Je suis quelqu'un qui va vite tout overthink. Je vais tout penser. Je vais trop penser. Et je vais peut-être avoir tendance même à trop intellectualiser les choses. En oubliant de les ressentir. Ou alors justement à trop anticiper tout ce qui pourrait mal se passer et tout ce qui pourrait, bref, faire que ça aille mal et donc que je vais m'angoisser tout seul. J'ai encore plein de problèmes par rapport à l'anxiété, hein. Je pense que ça, ce sera le travail de ma vie de toute façon, mais franchement, je suis tellement heureux et je me sens tellement plein de gratitude pour le chemin que j'ai déjà pu parcourir parce que j'ai que 21 ans. Je suis en train de vieillir, j'ai que 21 ans. Et je suis vraiment à un endroit là où je pensais jamais être. J'aurais jamais pu imaginer que ma vie elle allait prendre ce tournant. Et là j'ai carrément même des projets de partir en master à l'étranger parce que je me vois pas forcément trop continuer mes études en France pour le master parce que j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de voir du pays, j'ai besoin d'aller à la découverte du monde, de rencontrer des gens, d'apprendre à connaître leur histoire, de moi partager mon histoire et voilà, de continuer à entreprendre des choses. De toute façon, j'ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir faire. Ça aussi, c'est une grande source d'angoisse et d'anxiété pour moi. Le futur, j'ai aucune idée de ça, à quoi ma carrière va ressembler. J'ai pas de chemin tout tracé. J'ai aucune idée de où je serai dans 1 an, d'où je serai dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans encore moins. J'aimerais bien des fois être comme, vous voyez, ces gens qui vont en médecine et ils savent qu'ils veulent devenir chirurgien et puis ça y est, là ils sont en L2 et puis ils ont réussi leur concours, leur vie elle est toute tracée. Ils savent un petit peu où ils vont, ils savent un petit peu où ils mettent les pieds. Moi je suis pas comme ça. Moi je sais pas du tout où je mets les pieds, je sais pas du tout vers où j'avance, je sais pas du tout vers où je me mène et pourtant c'est ce qui fait la beauté de ma vie et c'est ce qui fait que j'aime ma vie comme elle est. C'est que il se passe toujours des choses que j'aurais jamais pu imaginer pourtant. Des choses qui, une fois qu'elles sont passées, une fois qu'elles arrivent, je me verrai pour rien au monde les changer. Et voilà. Et je suis vraiment juste plein de gratitude qu'elles me soient arrivées. Parce que je me dis que ça fait partie de mon chemin, que voilà. Pour rien au monde, je voudrais que ce soit différent. Et voilà, ça fait partie de moi. De toute façon, je pense que je suis quelqu'un d'optimiste, de vraiment optimiste au plus profond de moi. Et j'ai comme une conviction qui me dit que peu importe ce qui se passe, je finirai là où je dois être et je finirai à un endroit où je serai heureux et épanoui. Et donc voilà, je mène un peu ma vie au hasard. Pourtant j'ai pas une vie farfelue, hein, j'ai grave une vie pas ennuyante mais une vie basique. Mais bref, je vais un petit peu au hasard et je vois où le destin me mène. Et jusqu'ici, je dirais que j'ai quand même une bonne étoile et que j'ai plutôt de la chance. Voilà, je me sens plutôt chanceux. Bon, en tout cas, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'ai pas mal débité, j'avais 0 note, j'avais pas
de prompt. Je sais pas comment dire ça, j'avais pas de fil directeur. Bon bref, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Et je suis plutôt fier, hein, j'ai réussi à bien parler, à dire ce que je voulais dire, à exprimer ce que je voulais exprimer. En tout cas, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai fait un peu que de parler de moi. J'essaierai de vous donner plus de conseils dans les prochains et de lier tout ça avec vous pour que vous vous sentiez un minimum concerné. S'il y a quelqu'un qui regarde et qui voudrait me suggérer un sujet en particulier duquel je pourrais parler, il n'y a pas de souci. Proposez-moi, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de podcast ou un vlog. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais bon, on verra bien ce que je vais faire. Bisous!